J'ai donc l'honneur d'organiser cette conférence de presse qui intervient tout juste un an après le vote de la résolution donc présentée au Sénat, que j'ai présentée au Sénat pour le renforcement des sanctions adoptées par le Conseil européen contre des responsables des violations des droits humains au Venezuela. Cette résolution, l'an dernier, avait été adoptée à 324 voix du Sénat sur 348, 95% du Sénat. Et donc, ce que je peux dire, c'est que malgré tout, nous célébrons un peu un triste anniversaire. Pourquoi ? Parce que un an plus tard, on se rend compte que la situation ne s'est pas améliorée, loin de là, au Venezuela. Mais depuis un an, la communauté internationale, puisque c'était le moment où on faisait voter cette résolution, prenait conscience des graves violations des droits de l'homme au Venezuela et commençait alors à les documenter. Depuis un an, un rapport des Nations Unies parle désormais de crimes contre l'humanité. C'est un rapport qui a été publié le 16 septembre par la mission d'établissement des faits, vient mettre en lumière ce qui se passe. Madame Bachelet, depuis un an, est allée au Venezuela. Elle a été vraiment choquée en découvrant le fait d'exécutions sommaires, d'assassinats. Elle a fait un constat dramatique de la situation. Si je lis deux phrases du rapport de la mission a trouvé des motifs raisonnables de croire que les autorités et les forces de sécurité vénézuéliennes ont, depuis 2014, planifié et exécuté de graves violations des droits de l'homme, dont certaines, y compris les exécutions arbitraires et le recours systématique à la torture, constituent des crimes contre l'humanité. C'est la présidente de la mission de l'ONU qui l'a dit. Et pour la mission, le président Maduro et les ministres de l'Intérieur et de la Défense avaient connaissance de ces crimes. Ils ont donné des ordres, coordonné des activités et fourni des ressources pour faire avancer les plans et les politiques dans le cadre desquels ces crimes ont été commis. Il est clair que les auteurs de ces crimes doivent rendre des comptes. L'utopie chaviste, qui a eu ses admirateurs, s'est transformée en cauchemar pour le peuple vénézuélien, les libertés et les droits de l'homme. Pourquoi nous faisons cette conférence aussi ? C'est parce que nous sommes très préoccupés par l'annonce des élections parlementaires pour le 6 décembre, avec aucune condition de transparence, aucune équité. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale vénézuélienne est la seule institution légitime. Depuis décembre 2015, son élection, elle est harcelée, privée de son pouvoir. Des députés sont contraints à l'exil, d'autres sont emprisonnés. Aujourd'hui, la situation de ce qui vient de se passer en Bolivie et au Chili marque justement la différence, et cette comparaison est sans appel avec ce qui se passe au Venezuela. On vient de voir deux scrutins qui se sont passés de manière transparente. Le gouvernement de transition en Bolivie a permis au peuple de décider librement, et tout ce que je peux, c'est souhaiter la même chose pour le peuple vénézuélien. On a la même exigence démocratique. Il ne faut pas qu'il y ait d'inhabilitation de candidats. Il faut un scrutin sans fraude, sans entrave. Et actuellement, on constate que l'alternance est impossible au Venezuela. Et on l'a vu avec l'élection présidentielle de 2018, scandaleuse, et qui n'a pas été reconnue par de très nombreux pays, dont le nôtre. On ne peut pas, comme l'a fait Nicolás Maduro, choisir ses concurrents en empêchant ses compétiteurs de se présenter. En tant que politique élu en France, j'ai été très heurté de voir qu'un parti politique qui a pignon sur rue, comme la France Insoumise, a pu critiquer l'état des libertés en France en ne cessant de s'en prendre au président de la République, parce que la liberté existe bien dans notre pays. Si M. Mélenchon avait été au Venezuela et qu'il avait eu le comportement qu'il a tenu face à nos forces de police, il aurait assurément fini en prison. En France, M. Mélenchon a bénéficié de l'état de droit. Il bénéficie d'une immunité parlementaire. Ses droits sont garantis. Mais quand on regarde le Venezuela, j'observe que des personnes encore récemment viennent d'être arrêtées. Imaginez en France
s'il se passait ce qui se passe au Venezuela et si on arrêtait des députés de la France insoumise, que l'on ne sache pas ce qui se passe dans la nuit, dans les jours qui suivent, ce qui leur est arrivé et que quelques temps plus tard, ils réapparaissent accusés d'atteinte à la sécurité de l'État. C'est ce qui se passe aujourd'hui pour des élus, pour des politiques, pour des journalistes au Venezuela. Ceci étant, ce que nous pensons, c'est que l'issue politique au Venezuela doit être négociée. Et je voudrais saluer le courage de notre ambassadeur Romain Nadal et de toute l'équipe diplomatique française en poste à Caracas. Auditionné en juin dernier au Sénat, le Romain Nadal nous a déclaré « Face à cette crise, la France est une puissance médiatrice active, défendant une solution politique pacifique et négociée. Cette solution passe probablement à terme par de nouvelles élections libres et transparentes. » Je répète, libres et transparentes. Moi, je suis en tout cas très fier de cette diplomatie française qui porte haut au Venezuela les valeurs que nous défendons de liberté, d'égalité, de fraternité qui font la France. À l'occasion de cet anniversaire de la résolution, je suis heureux de vous annoncer que le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, va porter une résolution l'an prochain à l'Assemblée nationale sur le Venezuela. Pour mémoire, Jean-Christophe Lagarde avait porté plainte en 2018 au lendemain de la victoire de l'équipe de France contre Nicolás Maduro suite à ses propos inacceptables sur l'équipe de France de football. Il avait porté plainte contre le président pour incitation à la haine raciale, provocation et diffamation raciale publique. Voilà, je vous l'ai dit, c'est un triste anniversaire puisque depuis un an, la situation s'est dégradée. Mais malgré tout, nous sommes là pour dire que beaucoup de gens portent l'espoir que les choses s'améliorent au Venezuela, qu'enfin on puisse passer à un véritable pays démocratique, à un État démocratique, et d'autres pays autour sont là pour démontrer en Amérique latine que c'est tout à fait possible. Je vous remercie. Je laisse la parole à son Excellence ambassadrice du Pérou en France, Cristina Ronquillo. Monsieur le sénateur Olivier Cadic et Isadora, envoyé spécial du président vénézuélien par intérim Guaidó, Madame et Monsieur, chers amis, queridos amigos. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer au nom du Pérou notre profonde tristesse et notre indignation face à la décapitation brutale du professeur Samuel Paty, véritable martyr de toutes ces valeurs qui ont fait de la France et des autres pays qui les partagent une grande nation. Je m'adresse à vous à l'occasion de la commémoration du premier anniversaire de l'adoption par le Sénat français de la résolution sur la violation des droits de l'homme au Venezuela. Il y a un an, la position adoptée par le Sénat français était en harmonie avec les valeurs que les groupes de Lima et le Pérou ont toujours partagées avec des pays comme la France, à savoir la défense de l'état de droit, la culture démocratique, les droits de l'homme, la protection de l'environnement, entre autres, qui nous amènent à rechercher ensemble une culture de paix et de bien-être pour nos peuples. Cette position est confirmée par la récente déclaration du groupe conjoint du groupe de Lima, dans laquelle les pays qui les composent ont exprimé des fermes rejet de la persistance du régime illégitime de Nicolás Maduro à organiser des élections législatives sans les garanties démocratiques minimales et sans la participation de toutes les forces politiques, réaffirmant que la démocratie sera pleinement rétablie au Venezuela grâce à des élections présidentielles et parlementaires libres, justes et crédibles, qui comprennent un conseil électoral national indépendant, une Cour suprême impartielle, des garanties de sécurité pour les électeurs, un recensement électoral actualisé,
une liberté totale de la presse et d'accès aux médias, la participation politique de tous les Vénézuéliens, accompagnée d'une observation électorale internationale indépendante. À cet égard, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté une résolution présentée par le Pérou à la tête des pays du groupe de Lima, par laquelle le mandat de la mission internationale indépendante d'établissement des faits sur le Venezuela a été prorogué de 2 ans afin de continuer à enquêter sur les violations flagrantes des droits de l'homme dans ces pays. La vérité est que la situation au Venezuela affecte non seulement ces pays, mais affecte toute la région sur les plans humain, économique, politique et social. En outre, à un moment où le monde est confronté à la crise provoquée par la pandémie, tous ces effets se sont exacerbés de façon exponentielle et ont eu un énorme effet sur la sécurité et la stabilité de la région dans son ensemble. Nous croyons comprendre aussi que la France, selon les mots de son ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, est consciente que la manière dont les élections au Venezuela sont en cours de préparation est sujette à débat et que le groupe de contact a pu vérifier que pour l'instant, les garanties de transparence n'ont pas été respectées. Pas plus qu'elles n'ont été proposées par le régime de Maduro, il n'y a donc pas de reconnaissance du processus en cours. En conséquence, nous nous réjouissons de pouvoir tenir cette conférence qui nous permettra de marquer une étape supplémentaire dans la tentative du groupe de Lima de réaliser un véritable changement au Venezuela, qui nous permet de parvenir à des élections libres et démocratiques au profit de toute la région. Merci, monsieur. Très bien. Isadora, Madame la représentante, si je peux vous demander d'intervenir maintenant. Oui, merci. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi de pouvoir être ici pour donner une importance spéciale au premier anniversaire de cette résolution du Sénat au moment, l'année dernière, quand ça a été approuvé. Et c'était un moment très important pour les Vénézuéliens. Ça produit un effet très important pour les Vénézuéliens d'à pied qui ont connu que du Sénat français, il y avait l'intérêt pour renforcer ces sanctions contre les responsables de violations des droits humains au Venezuela et aussi pour soutenir les États signataires de l'enquête auprès de la Cour pénale internationale. Chers amis, ambassadeurs, ambassadrices et représentants diplomatiques, chers sénateurs, je vous remercie pour votre engagement sans faille avec la liberté du peuple vénézuélien. Aujourd'hui, cette résolution est plus d'actualité que jamais. Comme vous l'avez bien mentionné, les rapports de la mission d'enquête de l'ONU dénoncent avec force que la dictature de Maduro et plus spécifiquement 46 personnes associées au régime dont Maduro lui-même sont responsables des crimes contre l'humanité et des violations systématiques des droits humains. C'est un régime qui torture, un régime qui enlève, qui emprisonne et qui tue ses opposants. Même hier soir, on a eu un journaliste très proche du président Guaido, Roland Carreño, député, qui a été enlevé, emprisonné et chargé avec des crimes qui sont faux. Alors, ça continue chaque jour. Ça ne s'est pas arrêté avec les rapports. Et en plus, il y a ça s'est aggravé encore. Je ne peux pas oublier et pas mentionner, il faut que je mentionne aussi
qu'aujourd'hui, il y a 363 prisonniers politiques, militaires et civils au Venezuela. Et ils continuent à être victimes de traitements inhumains et dégradants chaque jour. Je parle parfois avec les familles de ces prisonniers qui ont collaboré avec les rapporteurs de l'ONU et nous sommes informés que les tortures et l'isolement s'étaient accrus en représailles pour avoir dénoncé les traitements inhumains à leur rencontre. Cette dictature criminelle, comme déjà c'était exprimé parfaitement par Madame l'ambassadrice du Pérou qui représente les groupes de Lima, cette dictature criminelle impose aux Vénézuéliens des élections législatives le 6 décembre prochain. Et malgré le fait que les conditions pour garantir un processus équitable, transparent et démocratique ne sont absolument pas réunies. Nos alliés démocratiques, y compris l'Union européenne et la France, et comme ça a déjà été décrit par Madame l'ambassadrice, aussi notre région, les groupes de Lima, la OEAS et l'hémisphère américain, ont réitéré qu'ils ne reconnaîtront pas ces élections. Un communiqué de presse condamnant une fraude électorale après le 6 décembre ne suffira pas. La France, en tant que berceau des droits humains et ayant un nouveau mandat au sein du Conseil des droits de l'homme à l'ONU, elle ne peut pas rester, chers sénateurs, à la marge des efforts pour restaurer la démocratie et l'état des droits au Venezuela. Je vous prie, chers ambassadeurs, chers représentants diplomatiques, chers tous, c'est un moment charnière pour l'histoire de notre pays et de notre région. Mais c'est aussi le moment d'écrire l'histoire des liens entre nos pays, d'une coopération multilatérale sans précédent pour la libération du Venezuela. Je veux aussi souligner que les forces démocratiques du Venezuela restent unies autour du président Guaidó. Il s'agit de combattre une dictature féroce qui commet des crimes contre l'humanité. Nous ne pouvons pas seuls. Nous avons besoin des efforts de la communauté internationale. Notre message doit être le même auprès de nos interlocuteurs en France. Et on a besoin de tous. Je tiens à remercier le sénateur Olivier Cadic, auteur de cette importante résolution. Je l'ai ici, je voulais le montrer. Et organisateur de cet événement d'aujourd'hui, ainsi que l'ambassadeur du Chili qui nous accompagnera et aussi que l'ambassadrice du Pérou en France, co-organisateur de cette conférence. Et je veux aussi remercier chacun d'entre vous pour votre présence à cette conférence de presse virtuelle. Et il y a des Français vénézuéliens, des personnes qui nous ont toujours aidés pour mettre visible la situation du Venezuela. Et je suis à votre disposition pour continuer à défendre ensemble les droits humains au Venezuela. Merci. Je vous remercie beaucoup, Excellence et Isadora, à la fois pour vos propos, tout d'abord sensible à l'hommage qui a été fait pour ce professeur qui a été assassiné. Et donc, vous remercier aussi pour votre engagement pour la démocratie. J'ai été très frappé lors de la venue du président Guaidó à Paris par son engagement justement pour la liberté, pour la démocratie. Et je garderai toujours en tête sa citation, notre seule limite, c'est notre vie. C'est dire l'engagement de tous ceux qui sont aujourd'hui au Venezuela engagés pour ce combat, pour cette liberté et cette démocratie, c'est qu'ils sont conscients qu'ils risquent d'y perdre la vie. Et donc c'est ce courage devant lequel je veux m'incliner. Et évidemment, ici en France, nous devons tout faire pour que justement votre combat soit victorieux à la fin. Ce sont nos valeurs. J'ai bien entendu
Madame la représentante, ce que vous attendez de la France, je vais militer pour que vous soyez entendus et que effectivement la voix de la France soit entendue fortement sur ce sujet. Permettez-moi aussi de souligner qu'une conférence internationale en solidarité avec les réfugiés et migrants vénézuéliens et leur communauté d'accueil dans le contexte de la crise du Covid s'est tenue le mai dernier grâce à la solidarité des donateurs, dont l'Union européenne et la France. Il a été possible d'obtenir plus de 2500 millions d'euros et ce sont non remboursables. Je crois que 600 millions sont non remboursables. Ces sommes seront destinées à soutenir les énormes efforts faits par les pays d'accueil face à cette crise aggravée par la pandémie et qui constitue un défi sans précédent pour le système national de santé, d'éducation ainsi que pour l'emploi. Ça, c'est très important parce que pour nous, le rôle de la France est crucial dans nos efforts pour la démocratie au Venezuela. J'ai une question à poser. Est-ce qu'il y a encore des négociations en cours ou des pourparlers entre l'Union européenne et le gouvernement de Maduro en vue de, je ne dis pas de prolonger, puisque ça a été refusé des élections législatives, mais en vue de l'organisation d'une élection comme le peuple le réclame. Est-ce qu'il y a encore des pourparlers ou est-ce que ça s'est arrêté à partir du moment où il a été décidé qu'il n'y ait plus d'observation internationale pour les élections du 6 décembre? Oui, merci. Si je peux répondre, comme vous le savez, il y a eu un effort de l'Union européenne pendant quelques mois pour essayer si on pourrait faire le minimum de conditions pour avoir des élections au Venezuela. Et malheureusement, comme on a vu, et le régime a rejeté l'aide de l'Union européenne et de l'autre représentant, M. Borrell. Il y a eu en fait hier une réunion du groupe international de contact et ils ont publié une résolution, un communiqué, je veux dire, et hier même. Et c'est les mêmes constats qu'ils ont déjà faits. Alors, c'est d'abord qu'il n'y a pas de conditions pour avoir des élections parlementaires en décembre et nous, le peuple vénézuélien représenté dans le président Guaido, dans plus de 30 partis politiques, dans l'Assemblée nationale et la société civile vénézuélienne, nous n'acceptons pas non plus les conditions qu'il y a au Venezuela à ce moment pour concourir dans une élection parlementaire en décembre. Et la communauté internationale non plus. Ils l'ont dit déjà au sein de l'Union européenne, au sein du groupe de Lima, au sein de l'Organisation des États américains et au sein du groupe international de contact. C'est la première chose. Décembre sera une fraude électorale. La deuxième chose qui s'éclaire entre nous, les Vénézuéliens, et aussi la communauté internationale, c'est qu'on a besoin des élections présidentielles, des élections libres, vérifiables, mais présidentielles et parlementaires aujourd'hui, parce qu'il n'y aura pas de sélection parlementaire libre en décembre. On a besoin de laisser très clairement que les Venezuela président des élections présidentielles et parlementaires. C'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est ça qu'on a parlé aujourd'hui. Après les rapports des Nations Unies, c'est clair, une autre chose qu'on a dénoncée depuis très longtemps, mais maintenant c'est dans un rapport indépendant des Nations Unies.
Maduro est responsable des crimes contre l'humanité. Alors, on doit lutter comme peuple vénézuélien pour terminer la souffrance du peuple, des gens qui souffrent aujourd'hui, comme vous le savez bien, Henri Jacques, vous connaissez très bien notre pays, et toutes les chiffres des crises humanitaires sont là. Alors, pour nous, cette troisième dimension, c'est très importante parce qu'il faut arrêter cette souffrance et Maduro est responsable, et pas seulement lui, Maduro et 46 personnes qui sont référées par ce rapport avec leur nom et leur prénom pour commettre des crimes contre l'humanité. Ils sont responsables et il faut aller dans les cours pénales internationales et dans les cours pénales dans chaque pays, en France et ailleurs, pour activer la justice universelle et rendre responsables les perpétrateurs, les tortureurs et les responsables de ces crimes. Et bonjour, je suis Asbel Lopez de RFI. Qu'est-ce qui fait tenir le régime de Maduro? Je croyais que c'était un régime affaibli depuis longtemps, mais on voit qu'il tient et qu'il tient. Qu'est-ce qui est selon vous ce qui fait qu'il continue à être là, quoi? Bon, c'est une très bonne question, merci. Et d'abord, la nature criminelle du régime était assez claire pour la communauté internationale. Comme j'avais dit il y a quelques minutes, on dénonce les crimes qui sont commis contre le peuple vénézuélien depuis très longtemps. Tu connais très bien parce que RFI a fait, et aussi tous les médias ont fait des travaux extraordinaires pour suivre toutes les dénonces dans les différents systèmes, dans la cour dans les systèmes interaméricains aussi et dans les systèmes des Nations Unies. Et on a dénoncé ces crimes depuis très longtemps dans l'arche minière et tous les crimes écologiques, les crimes des droits de l'homme, on a dénoncé aussi la participation des différents groupes irréguliers au sud du pays. On a dénoncé les tortures, on a dénoncé depuis très longtemps plus de 12 000 arrêts qu'on a eu au Venezuela depuis 2014. On a introduit les plans à l'ail, mais vraiment la communauté internationale n'a pas donné la dimension criminelle juste qu'il y a sur ce régime. C'est un régime, aujourd'hui Maduro, ils ne peuvent même pas contrôler les territoires. Il y a la répression, qui est la première chose. Et alors, pour confronter un régime pareil, et je vais vous donner seulement un exemple. Il y a presque 200 prisonniers militaires dans les prisons vénézuéliennes. Et ils sont les plus torturés, les plus maltraités. Et aussi, évidemment, les prisonniers civils, comme j'avais dit comme exemple, les journalistes, des députés, des personnes qui ont protesté contre le régime et qui se sont incarcérés et tués aussi. Alors, c'est un régime qui est beaucoup plus criminel, beaucoup plus cruel, et qu'on avait aperçu même comme peuple vénézuélien et aussi dans la communauté internationale. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, après ce rapport, je trouve ce rapport des Nations Unies vital et fondamental pour avoir un approchement vers les régimes qui doit être différent. Je ne sais pas si messieurs les sénateurs veulent complémenter mon réponse. Merci Isadora. C'est très exactement les propos que je tenais il y a un an. Il y a un an, je disais, on pourrait penser que le régime de Maduro est à bout de souffle, mais en fait, il bénéficie de l'exploitation illégale des ressources présentes dans l'Amazonie
Donc, il y a, cette zone comprend des réserves exceptionnelles en or, diamant, cuivre, fer. Et donc, cette exploitation de minéraux qui est pas sans conséquence pour l'environnement donne lieu, je dirais, à une exploitation. Donc, ils ont des revenus par cette zone. On le sait bien, c'est un État criminel, c'est maintenant avéré par un rapport de l'ONU, mais c'est aussi un État qui entretient des liens étroits avec certains pays qui aident Maduro à rester au pouvoir. Ces pays, on les connaît, c'est la Turquie, c'est la Russie, la Chine, l'Iran et Cuba, donc qui ont des raisons géopolitiques pour aider Maduro. Et à l'évidence, c'est quand on regarde leur parcours à ces pays, ils sont pas très regardants en matière de droits humains. Donc, là aussi, il y a ce soutien qui vient de l'extérieur, qui est aujourd'hui avéré et qui existait il y a un an. Et c'est pour ça que je disais, je pense que c'est avec ça que le régime essaye de tenir. Mais un an après, les forces démocratiques sont toujours là, se font entendre. Maintenant, les problèmes sont effectivement documentés. Il y a des personnes qui sont avérées, comme Nicolás Maduro et le ministre de l'Intérieur et de la Défense qui sont directement nommés concernant ces crimes. Et donc, effectivement, il faut qu'au niveau de la communauté internationale, on soit organisé pour justement faire émerger ce besoin d'une élection démocratique, présidentielle et législative où toutes les garanties soient données. Oui, oui, seulement pour souligner aussi, et ça c'est très important, parce que d'après l'estimation de l'ACNUR, plus de 100 millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays à cause de ces crises humanitaires, politiques et économiques. C'est une situation très difficile pour les pays et c'est pour la région aussi. C'est nécessaire de faire, pour la communauté internationale, d'être vigilante, non, pour cette situation humanitaire aussi. Je peux dire quelque chose que je trouve qui doit être clair pour nous, pour la région, pour les Venezuela, pour l'Europe, pour la communauté internationale. On est très près, on est près chaque jour, on est plus près d'avoir la liberté. C'est pas, je veux dire que le président Guaido sera là en janvier. On va continuer notre lutte du Venezuela, desde Venezuela, je veux dire, de l'intérieur du Venezuela. Le peuple vénézuélien veut liberté, veut de démocratie, et on va faire tout ce qui est possible dans nos mains avec nos alliés dans la région, principalement, et nos alliés aussi en Europe, qui sont un poids moral très important. On va faire tout ce qu'on peut pour continuer avec la pression sur le régime et on va avoir des élections présidentielles, on va avoir une transition au Venezuela. Et on a la unité autour du président Guaido, on a les valeurs et la disposition du président et de toute l'équipe et de toute son équipe. Et je dis son équipe, et c'est vraiment des Vénézuéliens, de la société civile, les partis politiques. Je veux faire un emphasis sur ça, parce que c'est important que vous compreniez en France et en Europe que c'est une lutte, à la fin, c'est une lutte simple. Et les gens parfois disent, pourquoi tu dis ça? Pourquoi simple? C'est assez compliqué. Oui, c'est simple, parce que c'est un peuple. La plupart des millions de Vénézuéliens, et pacifiquement, sans
armes. Notre seule arme, c'est notre force, nos paroles. Et c'est un peuple qui veut liberté, qui veut voter, qui veut avoir des élections libres pour dire on veut de la démocratie, on veut de la liberté, on veut reconstruire nos pays. Alors, je vous remercie, monsieur le sénateur. Vous ne pouvez pas s'imaginer comment c'est importante ça que vous avez fait pour le Venezuela. Je remercie aussi l'ambassadrice du Pérou parce qu'elle représente tous les ambassadeurs du groupe de Lima qui nous sont appuyés, qui sont nos alliés principaux parce qu'ils souffrent aussi dans leur propre pays les conséquences de cette crise absurde créée par un seul homme. Et il faut qu'on réussisse aussi à avoir de la justice pour toutes ces victimes, au Venezuela, pour toutes les familles des victimes qui sont là et qui desservent, qui président des justices pour leur cause. Alors, nous sommes là, nous sommes prêts, nous sommes toujours avec cette cri de liberté et on va réussir. J'ai une question à poser en fin de parcours. Les élections législatives vont avoir lieu donc, le 6 décembre. L'opposition ne va pas participer, ne va donc pas reconnaître les résultats. Beaucoup de pays ne vont pas reconnaître les résultats. Est-ce que vous allez essayer de maintenir l'Assemblée nationale actuelle, qui est contrôlée par l'opposition, sous une forme virtuelle? Est-ce qu'elle va continuer à exister et pour pouvoir maintenir donc, un pouvoir législatif contrôlé par l'opposition dans la mesure où vous n'allez pas reconnaître ces élections? Merci, Henri-Jacques. C'est une très bonne question. Et comme il n'y aura pas de sélection parlementaire, évidemment, la continuation institutionnelle de l'Assemblée nationale sera là. Ce n'est pas nécessairement virtuel parce que, comme j'avais déjà dit avant, le président Juan Guaidó est au Venezuela et évidemment, avec la situation actuelle, c'est compliqué, mais il fait toujours ces séances dans le Parlement vénézuélien. Et c'est important, ta question, parce que on doit avoir très clairement que la présidence par intérim du président Guaidó, c'est jusqu'au moment où on fait des élections présidentielles. Il faut avoir des élections présidentielles au Venezuela et avoir des élections parlementaires et toutes les élections qu'il faut, mais il faut absolument savoir que cette Assemblée nationale sera là dans la façon qu'il doit prendre, que le président Guaidó sera là en janvier et présent au Venezuela et qu'on va arriver à avoir la pression nécessaire pour le régime qui n'est pas assez solide et on réussira à avoir un gouvernement de transition qui peut avoir des élections et on aura une démocratie bientôt au Venezuela. C'est l'objet de notre action ici au Sénat, c'est d'avoir la volonté justement de favoriser cette transition pour permettre justement des élections, pour permettre des élections libres, transparentes, où le peuple vénézuélien fait le choix de ses représentants. C'est les fondements de ce qui justifie l'engagement de la France. Je rappelle que 95% du Sénat français, l'an dernier, il y a tout juste un an, a voté en faveur de cette résolution, que le 24 janvier dernier, le président Juan Guaidó, par intérim, était reçu ici par le président du Sénat, Gérard Larcher. J'étais en compagnie d'Isadora pour recevoir, pour accueillir ici Juan Guaidó au Sénat. Et le président du Sénat a rappelé justement le fait que notre institution est
a pour vocation la défense des libertés publiques. Et il a rappelé l'engagement du Sénat tout entier pour défendre cette démarche. Le président Juan Guaidó avait rencontré le président Emmanuel Macron, président de la République, et le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Il n'y a aucun doute sur le fait que la France soit aux côtés de toute démarche qui a pour but justement de parvenir à ce que cherche à faire aujourd'hui l'Assemblée législative et Juan Guaidó pour que justement il y ait cette transition qui permette ces élections présidentielles libres et législatives. C'est fondamental. M. Maduro nous a montré avec déjà ce qu'il était capable de faire avec cette élection d'assemblée constituante, inventée de nulle part, constituée uniquement de partisans de Nicolás Maduro, qui n'a absolument rien produit. Et donc, ça montre ce décalage entre ce que fait M. Maduro et ce que cherche à faire la représentation de l'Assemblée nationale vénézuélienne autour de Juan Guaidó. Ça montre justement ce qu'il nous reste à accomplir dans l'année à venir. Cet anniversaire, même si c'est un anniversaire un peu triste, puisque la situation s'est dégradée au Venezuela encore dans les 12 derniers mois, comme Isadora, je pense que cela n'a en rien altéré notre volonté, notre engagement, le fait que l'on croit que l'on va, dans les mois prochains, être capable de trouver les ressources grâce à la communauté internationale pour pouvoir obtenir ces élections libres au Venezuela. C'est ce que nous appelons de tous nos voeux.